Born Podcast. Comme moi, vous vous posiez peut-être ces questions. Comment est organisée une course ? Quels sont les enjeux pour les collectivités ? Les organisateurs font-ils de l'éco-blanchiment en supprimant les bouteilles en plastique ? L'UTMB Group profite-t-il des bénévoles ? À qui appartiennent les droits d'image des photos prises de nous pendant une course ? J'ai posé toutes ces questions à Jules Santenat, chef de projet en événements sportifs et très impliqué dans l'organisation des plus gros trails de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parfaitement au courant de tout ce qui se trame en coulisses afin de mettre les coureurs dans les meilleures dispositions, Jules m'explique les subtilités de l'organisation d'un événement de trail running, un job à plein temps. Jules Santenat, chef de projet événementiel sportif, bonne écoute. Bon, salut Jules. Salut Pierre. Merci d'accepter l'invitation. Plaisir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai quelques questions flash à te poser pour planter le décor. Ok, donc tu réfléchis pas, tu réponds oui ou non, ou c'est binaire. Ça marche. L'inscription à l'UTMB est-elle trop chère ? Non. Plus de bouteilles sur les grosses courses, c'est du greenwashing ou c'est un réel intérêt écologique ? Ça n'a pas de réel intérêt. Les influenceurs nuisent-ils à l'image du trail ? En partie. Peut-on organiser une grosse course sans entreprise privée ? Oui. Le trail running est-il devenu la nouvelle lubie des CSP+? Non. Faut-il repenser l'attribution des dossards sur les grosses courses ? Non. Qui s'enrichit le plus lors d'un événement sportif ? La collectivité. La collectivité. Public ? Ouais. Quand tu parles d'enrichissement, je le vois plutôt d'un point de vue image. Finalement, avec les retombées et les calculs de retombées économiques qu'on arrive à avoir sur certaines courses, tu peux considérer que c'est la collectivité qui tire le plus de bénéfices de certaines courses. Je rebondis là-dessus. L'an dernier, tu vois, j'ai fait j'avais été invité au semi-marathon de la bière, enfin au semi du marathon de la bière à Montbrison. Ouais. Et le maire avait fait un discours hyper intéressant à la fin. Et il avait dit que c'était la deuxième année, je crois, qu'il le faisait. Et le maire avait dit que c'était l'événement qui avait ramené le plus de monde dans la ville de tout temps. Intéressant. Et j'étais tombé sur le cul. Et c'est vrai que c'était, je ne sais pas si tu connais cet événement, mais je le connais énorme. Un petit peu par le... Même moi, je n'étais pas préparé à ça. Je le connais un peu par le réseau local et les quelques amis qu'on a en commun et organisateurs du 43, qui ont toujours aimé cette course et nous, on la suit et autres. Après, j'ai jamais participé, j'ai quelques sons de cloche, plutôt d'un point de vue partenariat et autres. Mais en tout cas, c'est un succès populaire de fou et si la ville de Montbrison et les collectivités autour arrivent à en tirer parti, franchement, c'est... Et là où ils ont été bons, c'est qu'ils ont greffé ça à une espèce de salon de la Loire, je crois. Ok. Ils font ça en général le lundi de Pentecôte ou la veille du lundi de Pentecôte. Donc ils ouvrent à l'artisanat, Ouais. Okay. Et moi, j'ai eu la chance de faire un podium, et on a eu un podium devant peut-être 10 000 personnes sur le salon. J'ai cru que j'étais une rockstar. Ah non, mais c'était impressionnant. Okay, c'est cool. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, une course comme ça, l'impact que ça pouvait avoir, c'est comme tu dis, une collectivité. Tu arrives à avoir des données chiffrées et qui restent en général quand même des calculs qui sont faits sur la base de stats ou de savants qui ont établi des choses pour avoir quand même une vérité. Mais après, tu as plein d'autres choses que tu peux pas mesurer, mais qui ont quand même un impact assez important, ouais, clairement. Hein. Ça développe des marques. D'un point de vue économique, tu consommes évidemment les choses classiques, mais la restauration, l'hôtellerie, voilà. Mais indirectement, chaque événement, qu'il soit sportif, culturel ou autre, permet de faire rayonner un territoire au sens large. Avant qu'on parle de toi et de ton métier, yes. Je sais pas si tu le sais, mais en préambule, c'est un peu grâce à toi que je me suis mis à la course à pied. Ah ouais. Je sais pas si tu le sais, tu vois, c'est marrant, on passe devant un bar, la main au fût. Ouais. J'ai été dans un bar avec mon copain Pierre-Nicolas Berlier qui préparait le Trail du Saint-Jacques. Ouais. L'année où il avait été décalé à cause du Covid, là, au mois de septembre. Okay. Et on buvait des moresques, je crois ici, ou des bières peut-être. Et quelqu'un m'a proposé un dossard. Okay. Il était partenaire de l'événement, il m'a dit si tu veux je te donne un dossard. Je lui ai dit écoute si tu peux en avoir un pour mon pote Adrien et moi, je le prends. Tu avais fait le 20 à l'époque ? Le petite formule. Le petit. Ouais. Et c'est toi qui nous avais envoyé le lien pour s'inscrire. Même, on avait laissé, il y avait une date de péremption, tu avais dû nous envoyer le lien 2 ou 3 fois parce qu'il était plus valide. Possible. Et c'est grâce à toi, c'était ma première course et c'est grâce à toi.
Bah t'as mené un sacré bout de chemin depuis. Hein. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le lendemain, donc le speaker Seb Joannol, Ouais. qui est mon pote, Ouais. il me dit, putain, il me félicite pour la course, il me dit, mais je sais pas si tu sais, mais t'as fini devant des mecs qui s'entraînent tous les jours et tout. Et je savais pas, et tu vois, mon C'est seul ça qui t'a objectif- mis le. Ok. Ouais, Je c'est pensais ça que qui tu m'a mis le pied à avais l'étrier. débuté plus ou moins par la route. Non, du et tout. que tu étais passé au trail un petit peu, mais. Ok, bah écoute, si on a pu être lanceur d'une nouvelle carrière, c'est avec grand plaisir. Mais Et tant mieux. on s'était un tout petit peu côtoyé dans le foot, je crois. On s'était vu au foot à Polignac, carrément. Et qu'est-ce que c'est devenu depuis alors? Et ben, moi je suis resté sur le puits jusqu'à Bac+2, donc à peu près une vingtaine d'années, où j'ai fait ici un BTS Com. D'accord, t'as pas fait STAPS toi. Non, je suis parti, bon, tu vois, cursus entre guillemets, où à la sortie du bac, j'étais un peu paumé. Je sais que j'avais cette casquette sportive qui m'intéressait énormément, mais la voie STAPS ne m'intéressait pas forcément parce que un peu trop réductrice à mon sens et très connotée pratique, quoi, tu vois. Donc je savais que c'était pas fait pour moi, parce qu'à l'époque je faisais quand même du sport, mais vraiment dans une pratique loisir. J'avais fait plutôt de la compétition avant en étant plus jeune. T'as fait que du foot toi? Non, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Ah, t'as fait de l'athlétisme. Ah ouais. À la base, c'est là que j'étais le plus performant. Après, j'ai eu des petits problèmes de santé, notamment de l'asthme, qui avait assez rapidement réduit mon évolution. Et j'ai repris pas mal de trucs. J'ai fait du basket derrière à l'ASM. C'était franchement une super découverte et c'était très très cool. Et puis je suis revenu à mes premiers amours au foot pour allier un peu, tu vois, le début des études supérieures, les potes, la bringue. Ouais, c'était très sympa, quoi. Et quand tu faisais du foot, tu faisais plus d'athlé? Je faisais plus d'athlé, mais par contre, avec les Mathieu Aceza, les Clément Aboulin et les Rémi Vialet qui jouaient au foot avec moi, on continuait quand même à courir à côté. Et puis petit à petit, on s'était mis dans une dynamique compète, quoi. Donc on a fait du court, du un peu plus long, du très long. Et on a lié un peu les deux, quoi. Foot, bringue et course à pied. Ouais. Et donc je suis resté ici sur le puits jusqu'à Bac+2. Donc j'ai fait BTS Com à Anne-Marie Martel. Et puis ensuite, je me suis dit, écoute, ce serait quand même intéressant d'essayer d'intégrer cette fameuse passerelle sportive. Et j'ai commencé à me renseigner sur les formations qui existaient. Et il était sorti à l'époque un diplôme qu'on appelait management du sport, même management des organisations sportives. Et je me suis dit que finalement ça correspondait plutôt bien à ce que j'avais envie de faire. Et du coup j'ai été pris, donc je suis parti sur Lyon. Et donc j'ai fait licence, master 1, master 2. Tout ça avec une spécificité tourisme et loisirs sportifs. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans l'univers du sport, quoi. Et sans mépriser ton métier, mais attends, master 2, c'est 4 ans? 5. 5 ans? Ouais. Putain, qu'est-ce que tu apprends en communication en 5 ans? Ça me paraît énorme. Bah, la com, c'était 2 ans de ma vie. Après, licence, master 1, master 2, il y avait quand même un petit peu de com. Mais on apprenait surtout les facettes de la gestion de projet. En tout cas, dans le cursus que j'avais choisi moi. Donc bon, la gestion de projet, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que ça reste avant tout du bon sens. Mais il y a quand même des étapes et des choses à ne pas amputer et à ne pas oublier en France notamment. Et si tu les connais, évidemment que tu es bien plus performant et que tu peux organiser des choses de manière beaucoup plus structurée et plus facilement. Mais ce que tu fais, tu pourrais le faire sans diplôme ou? Il y en a qui le font sans Ouais, diplôme, tu pourrais. sans Ok. aucun souci. Ouais. Ok. Et puis appliqué à tout, quoi. À partir du moment où tu arrives à organiser un événement dans une discipline, j'ai envie de dire que tu peux quasiment tout transposer dans n'importe quelle discipline. Ok. Évidemment que les codes ne sont pas les mêmes, mais si tu t'y intéresses et que tu apprends, franchement... Donc toi, tu es dans le sport, mais tu pourrais aussi bien organiser, j'en sais rien, le concert de Mylène Farmer, quoi. En soi. indirectement, chaque chef de projet pourrait arriver à tirer son épingle du jeu et à pas être ridicule, quoi. Et comment t'en es venu au sport alors? Et ben, donc master management du sport, donc on était vraiment nous focus quand même cursus sportif. Et puis les stages à cette époque-là qui étaient quand même très très prépondérants, quoi. Et puis j'ai intégré en licence une entreprise qui s'appelait Sport Communication, qui a été aujourd'hui rachetée par Golazzo. Golazzo qui est le ASO belge. Ok. Donc quand même une belle boutique. Et là-bas, j'ai un peu vécu tout ce qu'on veut à cet âge-là, c'est-à-dire être un couteau suisse XXL. Donc on faisait à la fois du chronométrage sur les événements, on faisait de l'organisation. Et il bossait en France aussi ou Et en c'était en Belgique? France, c'était Ouais. à Lyon. À Ok. l'époque, c'était 100% français.
Et leur secteur d'activité, c'était les cyclosportives. Donc les Ah oui. courses de vélo grand public, mais à niveau sportif assez fort quand même, dont la marmotte. Je ne sais pas si ça te parle. On en a parlé il n'y a pas longtemps en plus. On va dire que la marmotte en cyclosport, c'est l'UTMB en trail running, quoi. Ouais, Je ok, vulgarise, mais globalement, c'est ça. C'est un des gros bébés. d'accord. Et donc j'ai fait mes armes là-bas, j'ai fait 2 ans, donc j'ai fait 2 stages à la suite, licence Master 1. Et puis ensuite, on collaborait à cette époque-là avec Extrasport, qui est, Voilà, je me souviens de ça, ouais. qui est Extrasport une à autre l'époque. société lyonnaise majeure, et même française majeure. Et j'avais clairement des vues sur cette société-là, et finalement mon expérience de Sportcom m'a permis d'être accepté en stage de fin d'études chez Extrasport, parce qu'à l'époque, je m'étais occupé d'une course qui s'appelait le Tour du Mont Blanc cyclo, donc avec une dimension un peu ultra à l'époque. C'était le début des courses d'ultra cycling. Et à ce moment-là, Extrasport venait de racheter une épreuve qui s'appelle Bordeaux-Paris, qui était une ancienne course pro. Et du coup, l'expérience que j'avais acquise sur le Tour du Mont Blanc a été bénéfique pour obtenir ce stage-là et ce job-là. Parce que qu'on comprenne, toutes ces boîtes, elles organisent des courses de A à Z ou elles font que les régir, les gérer? Eh ben, Comment ça se tu passe, en fait as plusieurs moyens d'entrée, entre guillemets. Chaque société est soit propriétaire des événements, c'est-à-dire qu'elle en a créé le concept, qu'elle a déposé la marque, et qu'ensuite elle le régit, elle l'organise comme elle veut. Ça n'empêche pas qu'en général, elle s'entoure d'associations. Parce que l'idée que j'avais, voilà, c'est qu'il fallait qu'il y ait un club qui parraine. Non, pas forcément. En fait, on va être dans le vif du sujet, l'association te permet d'avoir des avantages budgétaires et fiscaux, Ok. notamment pour toucher des subventions. Alors tu pourrais très bien t'en sortir d'un point de vue société, mais c'est un petit peu moins facile. Et puis quand bien même, on a besoin du nerf de la guerre, qui est en général les bénévoles. Et ces bénévoles-là, si tu ne touches pas le tissu associatif et si tu ne t'intéresses pas à tout ça, ça devient quand même vite très compliqué. Donc en fait, le modèle chez Extrasport, c'est d'avoir un maillage entre la structure privée qui coordonne, on va dire, tout ce qui va être assez compliqué, tout ce qui va avoir vraiment un impact stratégique. Et en général, l'association qui coordonne plutôt les missions qui leur plaisent, bien souvent, c'est le parcours. Et puis la coordination et le recrutement des bénévoles. Ok. Mais du coup, en France en tout cas, tu as du 100% privé, tu as du 100% associatif, et à l'inverse, tu as du maillage entre les deux, qui représente à mon avis plus de la moitié des courses. C'est marrant, je crois qu'hier ou avant-hier, j'écoutais un podcast justement de Vincent Louis, qui disait qu'en France, heureusement qu'il y ait les bénévoles, sans ça, on s'en sortirait pas et tout. C'est vrai ça? Est-ce que c'est assez franco-français cet apport public en fait, Je pense quand même que... associatif? Je pense que oui, c'est quand même une des forces de notre pays, même si malheureusement ce vivier bénévole-là est vieillissant, qu'on a du mal à impliquer les nouvelles générations, même si honnêtement c'est en train de changer un petit peu, et ça du coup ça fait du bien et c'est une bonne chose. Mais oui, tu as plein de courses étrangères où c'est du 100% privé, c'est-à-dire que les signaleurs ou les postes clés... Il est payé, le signaleur? Ouais, en général, c'est des prestataires qui sont des agents de sécu, qui sont même des spécialistes qui ont créé ces métiers-là pour avoir une rémunération humaine, quoi. Putain, mais moi j'ai tellement de respect pour ces bénévoles. Moi, passer mon dimanche à guider les gens sans être payé dans le froid, mais jamais de la vie je le ferai, quoi. Après, Comment vous faites pour t'as trouver tout des type gens? t'as tout type de postes. T'as effectivement on va pas se mentir, des choses qui sont un peu ingrates, notamment la partie signaleur où t'as un rôle sécuritaire qui est quand même assez fort. On attend quand même beaucoup de toi et tu peux, tu tiens la course à certains endroits. Après, tu as des missions quand même qui sont beaucoup plus plaisantes, notamment quand on touche au parcours ou du balisage, des choses comme ça, tu vois. C'est dur physiquement, mais ça reste hyper agréable parce que tu as beaucoup moins de contraintes. Tu es en pleine nature, tu n'es pas forcément sur une route. Et du coup, nous, ce qu'on essaie avec nos associations, c'est qu'ils aient quand même plusieurs missions, à la fois des missions entre guillemets difficiles, mais aussi des missions plaisir, pour essayer d'avoir une jauge acceptable, on va dire. Et puis après, honnêtement et en toute franchise, il y a quand même une rétribution auprès de ces associations-là.
Alors j'insiste, il n'y a jamais de rétribution de la main à la main, donc on ne paye pas un bénévole. Mais l'idée c'est de remercier l'association qui s'est investie en contractualisant un certain nombre d'euros par personne apportée pour qu'eux puissent ensuite faire une soirée, s'acheter du matériel, participer à des courses. Ouais. Voilà. Je sais qu'actuellement, par exemple, sur Aerox, Oui. les gens qui veulent s'inscrire à une course, s'ils ont été bénévoles sur une course d'avant, Ils ont un ils sont avantage. prioritaires. Je sais pas, je trouve ça bien. Tu as de plus en plus d'orgas privés et des grosses machines qui effectivement intègrent le temps bénévole dans un système de calcul qui te donnera des avantages à effectivement faire des courses chez eux ou t'investir d'une autre manière chez eux. Et sur le terrain, pour recruter des bénévoles, vous faites comment? Et ben nous, si je te prends l'exemple du Saint-Jacques, donc le Trail Saint-Jacques qui traverse à peu près 22 communes, on investit chacune des communes. Donc l'idée c'est que l'on fait un cahier des charges aux 22 communes. On va dans cette commune-là chercher un représentant ou en tout cas un chef de poste ou un coordinateur qui sera un petit peu notre porte d'entrée et notre interlocuteur dédié. Et à ce chef de poste, on lui précise le nombre de besoins, les amplitudes, ce qu'on lui apporte, ce qu'on attend de lui, etc. Enfin voilà, une fiche de poste, c'est un cahier des charges assez costaud. Et charge à lui, dans la limite de ses capacités, d'organiser le recrutement. Et donc en général, ils font appel aux associations locales. Donc tu vois, sur un Saint-Jacques, il y a de la chasse, il y a du foot, il y a du hand, il y a du 3e et du 4e âge. Il y a les comités des fêtes, etc., etc. Et finalement, nous, on se rend compte que sur Saint-Jacques, avec toutes ces associations-là, on a largement, Vous arrivez à trouver? on a largement le nombre suffisant. Et surtout, je ne veux pas dire qu'on a un problème de riches, mais nous, on a la chance d'avoir des gens qui sont hyper investis et qui sont hyper fiers de venir travailler et de représenter leur territoire. Et je ne veux pas dire que ça se bouscule au portillon, mais en tout cas, il y a une vraie fidélité chaque année des bénévoles qui sont contents de faire ça. Et je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est un truc qui a été reconnu et renommé. On a été élu esprit bénévole le plus bienveillant avec les coureurs sur le circuit World Series, tu vois. Donc en fait, c'est un truc qui ressort vraiment dans les enquêtes de satisfaction des coureurs. C'est qu'ici, ils estiment qu'il y a une bienveillance et des gens qui sont sympas, qui sont respectueux et qui se plient en quatre pour les coureurs. Et le Saint-Jacques, donc par exemple, ça a lieu, maintenant c'est Bahut TMB, ça a lieu mi-juin. Ouais. Pour organiser la course, vous y prenez quand en interne? C'est 10 mois de travail à peu près. Ah ouais, c'est énorme alors. Ouais. Okay. Même une fois l'édition terminée, les inscriptions ouvrent en général M+2. Et pour ouvrir des inscriptions, ce qu'on aime bien quand même, c'est avoir une très bonne visibilité sur les parcours et sur ce qu'on veut proposer aux gens. Donc du coup, je ne veux pas dire que le lendemain de la course, on est déjà tête dedans, mais on s'y remet assez rapidement, quoi. Et les parcours aussi, par exemple, vous envoyez un mec, comment ça se passe? Les parcours, c'est une des spécificités de l'association du Trail du Saint-Jacques, donc c'est l'association qui a créé la manifestation. Et en fait, dans la façon dont est organisé l'événement, donc il y a l'association du Trail du Saint-Jacques qui possède l'événement, qui s'est entourée ensuite de 2 structures privées, donc Extrasport, qui était là depuis le début et qui a aussi co-créé l'événement. Eux, ils ont un rôle technique, logistique, financier. Et l'UTMB qui apporte, lui, à peu près la même chose, des missions logistiques, plus une grosse partie de commercialisation et de gestion des participants pour avoir des coureurs qu'on n'aurait forcément jamais touchés, nous, soit en propre via l'asso, soit même peut-être via Extrasport. Ouais. Et donc nous, l'asso, dans ce cahier des charges-là, on a la charge de tout le parcours et de toute la partie sécurité et relations locales. Donc le parcours, en gros, c'est Patrick Dufour, qui est président du trail depuis quelques années maintenant, qui un jour a dit la trace n'est pas suffisamment dure, parce qu'initialement, le cahier des charges, c'était de suivre le GR. Donc c'était une course où tu avais un intérêt, mais un intérêt limité, parce que tu étais quand même sur des sentiers très, très roulants. Ok, tu avais des ravitaillements le jour J, mais tu pouvais quasiment faire toute la trace au mois d'avril en autonomie, quoi. Et donc il a voulu densifier, complexifier la trace, qui a été une très bonne chose parce que ça nous a amené beaucoup plus de coureurs.
Et puis aussi des coureurs qui se sont bien cassés les dents. Et du coup, maintenant, on prend le GR en fil rouge et puis on s'en éloigne, on tisse autour pour créer de la difficulté et puis avoir un trail qui soit vraiment un trail, quoi. Eh ben, tu vois, ce que tu dis là, tu parles de tracé de terrain. L'année où tu m'avais invité et que je l'avais faite, moi je venais du VTT descendre, donc on repérait les pistes, Ouais. ça faisait partie du job. Et j'avais voulu faire pareil en trail la semaine avant. Et impossible parce que il y avait des Privé. barbelés, tout était privé en fait. Exactement. J'avais pas pu, Bah ouais, j'avais ouais. rien pu faire. Et ça, j'imagine que c'est un gros boulot de contacter. Bah en fait, ouais, tu te rends compte que sur le Saint-Jacques, c'est un gros boulot parce que entre guillemets, on se met des bâtons dans les roues en allant chercher des choses sympas et des difficultés. Et du coup, il y a 3 choses. La première, c'est qu'on réouvre beaucoup de chemins qui sont ou abandonnés ou qui ont été privatisés de fait. Après, effectivement, on a des passages dans beaucoup de parcelles privées. On a à peu près une vingtaine de propriétaires. Ça, c'est surtout dans le but d'éviter de la route, parce que finalement, tu as toujours une solution. Mais des fois, c'est beaucoup plus intéressant que de passer chez un privé pour garantir encore une trace meilleure. Et puis la troisième, c'est que ouais, on entretient énormément les chemins, qu'ils soient ou publics ou privés, pour qu'ensuite ils soient réouverts à toute la pratique l'été, quoi. Et là, quand vous contactez les privés, généralement vous prenez des portes où les gens sont. Eh ben, c'est une des spécificités aussi altiligériennes, c'est qu'il y a un peu une façon de faire, entre guillemets, c'est que il faut aller les voir, le téléphone, le mail, entre guillemets, tu oublies. Il faut aller les voir et puis c'est un moment d'échange. En général, tu bois un coup, tu laisses toujours quelque chose. Donc nous, on a l'habitude de leur laisser un peu de textile. Parce qu'ils aiment bien porter les t-shirts du Saint-Jacques et puis tu vois, c'est une bouteille de vin, des choses comme ça. Ouais, c'est le pot de vin, quoi. C'est la bonne franquette du 43. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une convention avec eux qui les dédouane entièrement en cas d'accident ou autre sur leur propriété. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème juridique ou de contrainte. Mais par contre, ce que tu disais tout à l'heure, quand toi, tu t'étais retrouvé face à des barbelés, et que tu as fait demi-tour, c'est bien, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ça nous a valu beaucoup de frondes avec des propriétaires privés qui, du jour au lendemain, nous ont dit c'est fini. À cause de vous, c'est devenu entre guillemets une autoroute chez moi. Donc c'est niette. Puis on a essayé de faire de la com autour. Maintenant, on met des panneaux qu'on laisse toute l'année à l'entrée et à la sortie de ces parcelles-là. Mais bon, tu vois bien, la trace sur Strava. Ouais, t'as des gens qui respectent pas. T'as des gens qui respectent pas et c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, ça met en péril certaines zones du tracé et si on doit les contourner, franchement, ce sera au détriment de la trace qui sera nettement moins belle et en plus peut-être potentiellement plus dangereuse, avec plus de besoins humains. Enfin, tu vois, c'est tout un fil après. Le running fait que grossir. Comment vous faites pour définir le nombre de participants max ? Eh ben, il y a 2 acteurs là-dedans. Il y a l'organisation et en général les pouvoirs publics, qu'ils soient préfecture ou ville. Donc c'est une discussion globale. Du côté organisation, c'est la gestion des flux qui va nous donner une target max ou mini. Et ce qu'on cherche dans cette gestion des flux, c'est de ne pas avoir de bouchons. Et puis pouvoir maîtriser les pics. Donc soit des pics sur des ravitaux, qu'on puisse les absorber et qu'on puisse quand même accueillir les gens dignement, ou les pics sur les lignes d'arrivée qui en général peuvent poser beaucoup de soucis. Notamment il y a eu des soucis sur marathon récemment où tu as des coureurs qui des fois ont mis un quart d'heure à passer la ligne d'arrivée tellement elle était embouteillée, quoi. Ah oui, j'avais vu ça, t'as eu ça à Paris, je crois. T'as eu ça à Toulouse malheureusement. Tu avais eu ça à Bordeaux à l'époque. Et au Semi de Paris, il me semble. Et au Semi de Paris, c'est pas impossible. Ouais. Après, c'est sur les chronos un peu plus lents, du coup. Forcément, et puis c'est eux qui ramassent, quoi. Ouais, c'est vrai, ils mettaient 1 minute à Exactement. d'arriver. Et après, pouvoir public, sur une Saint-Élion, par exemple, c'est la préfecture qui valide une jauge max. Honnêtement, en termes de flux, on pourrait faire un petit peu plus sur une Saint-Élion, mais pas beaucoup. Mais bon, la jauge est fixée comme ça pour aussi respecter les chemins, pas en faire des autoroutes. Voilà, il y a plein de facteurs derrière. Et je me suis toujours demandé sur les courses comme ça, les ravitaux, c'est des partenaires qui vous fournissent ou c'est l'organisation qui paye généralement les bouteilles d'eau, les gaufres, t'as tout. T'as de tout. J'ai envie de dire que si je prends un exemple Saint-Jacques ou Saint-Élion, ça doit être 70-30, 70 partenaires
30 payés par l'organisation. Et en général, ce qui est payé par l'organisation, c'est les denrées, entre guillemets, bonus et plaisir. Charcuterie, des choses... Pas forcément nécessaires, quoi. Enfin, en trail, tu auras le débat hein, quand même. Mais ouais, c'est en général plutôt des produits qui ont une valeur plus forte et qui, au sens de l'organisateur, apportent quand même un plus, ou en termes de nutrition ou en termes de plaisir. avant qu'on prépare le podcast, tu m'as dit que tu avais un côté freelance et un côté donc salarié. Ouais. Tu es plus salarié de X Gravity, comment ça s'appelle, pardon? Extrasport. Extrasport. Non, je suis parti de chez Extrasport il y a à peu près 3 ans. J'entretiens encore de très bonnes relations avec eux et je continue de collaborer pas mal avec eux. Et j'ai rejoint effectivement une société qui est sur Annecy, sur Verrier-du-Lac, qui s'appelle Peigné Vertical. Et donc là-bas, je suis directeur de projet. Et cette société-là a pour carte maîtresse, c'est une agence de com globale, mais principalement axée sur de la prod photo-vidéo, beaucoup sur les événements sportifs, mais aussi sur l'outdoor en général. Donc ça peut toucher tous les sports et ça peut toucher toutes les spécificités, que ce soit de la pub, que ce soit du live, que ce soit tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. quoi. Pour le podcast d'Alex Melleux, j'avais vu une vidéo qu'ils avaient faite. Je leur ai demandé gentiment la vidéo et ils me l'avaient envoyée sans problème. Mais je ne savais même pas qui c'était en fait, Peigné Vertical. Et ouais, c'est un acteur qui est un peu historique parce que ça fait une dizaine d'années que cette boîte existe dans le milieu de l'outdoor. Elle a été fondée par Timothée Nallet, un Annécien qui est complètement autodidacte et qui a créé ça de toutes pièces et qui travaille énormément avec la marque Oka. Ouais. Ce qui est un des jolis contrats de l'agence et une des belles visibilités. Du coup, effectivement, Peigné Vertical produit beaucoup de choses pour Oka, en photo, en vidéo, soit pour la marque en propre, soit sur des événements sportifs ou sur lesquels ils sont partenaires. Tu as 10 km Paris-Centre ce week-end, par exemple, où il y a des équipes Peigné qui suivent les coureurs et tout ce qui est mis en place par la marque en termes d'activation. Et là, ils sont payés par qui? Par Oka, par l'organisation? Peigné Vertical, ouais, là-dessus, quand ils sont mandatés par Oka ou par une marque, c'est la marque qui paye. Et puis des fois, tu as un tissage entre l'orga et le partenaire qui ont finalement les mêmes besoins et qui font monter un pool de cadreurs, de photographes pour produire du contenu et le partager sur leurs différents canaux, quoi. Et toi, ton rôle là, pour Peigné Vertical, c'est quoi? Tu prends pas de photos, toi? Non, alors effectivement, j'ai pas la carte technique et tant mieux parce que je suis pas bon là-dedans. Mais moi, je m'occupe de la commercialisation de A à Z, donc le besoin du client jusqu'au rendu final. C'est toi qui es en relation avec Oka ou avec... Ouais, okay. Effectivement. Et puis après, moi, ce qui me plaît beaucoup et ce qu'on fait énormément chez Peigné Vertical, c'est construire le plan de shoot. C'est-à-dire qu'il y a le besoin, il y a la livraison finale, et pour atteindre les deux, faut les produire. Et du coup, moi, un de mes quotidiens, notamment sur des événements sportifs, c'est de dire à une équipe de cadreurs: tu iras au spot 1 de 10h à 10h15, ensuite tu vas aller au spot 4, pour aller au spot 4 tu iras en vélo, tu passeras par telle trace, ensuite il y a un véhicule qui t'attendra ici il faut que tu m'envoies ça et ça. Voilà, c'est une fiche mission, en tout cas c'est un cahier des charges aussi qu'on leur transmet pour que eux se concentrent à 100% sur ce qu'ils savent faire, donc de la prod photo ou de la prod vidéo, et qu'ils n'aient pas à se soucier de toute la logistique et à réfléchir Et après, quand les athlètes achètent leur pack photo à 29,99 €. Ouais, donc ça, tu parles plutôt des photos finisher sous l'arche par exemple, ou des photos parcours. Des photos parcours. C'est vous qui recevez l'argent? On fait pas ça nous, mais ouais, en général, c'est du direct avec une rétrocom à l'organisateur. Donc effectivement, tu as des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, ça s'appelle le filmage. Et du coup, ils arrosent tous les coureurs sur le spot le plus joli. Et ensuite, ils transmettent un lien à l'orga communique avec ses coureurs, et puis il y a un système de code-part sur l'achat global du pack. Et on peut dire un mot ou deux sur les droits d'auteur? T'es calé toi ou pas dessus? Je suis calé entre guillemets par la force des choses et par tout ce qui arrive. J'ai pas la réponse à tout, mais on peut en parler. Ouais. Comment ça se passe quand un photographe prend une photo sur une course? La photo appartient à qui? L'athlète peut en faire quoi? Comment ça marche? Elle appartient à trois entités entre guillemets. Je te donne l'exemple de Peigné Vertical qui par exemple va travailler pour Oka ce week-end sur le 10 km Paris-Centre.
Donc Peigné Vertical, nous on mandate un photographe qui est soit une personne interne, soit une personne externe. Donc si c'est une personne externe, les droits photos lui appartiennent d'abord à lui. Ok. Ah bah ça je savais pas. Donc le photographe est propriétaire de plein droit de ce qu'il fait. Ensuite, vu qu'il travaille pour Peigné Vertical, il cède tout ou partie des droits également à Peigné Vertical. Et ensuite, l'idée, c'est quand même que le client puisse utiliser ces images-là. Et donc, pareil, le client bénéficie d'une cession de droits. Et en général, là-dessus, tu as plusieurs steps. Tu as le step minimum qui reste les choses classiques, réseaux sociaux, affichage simple, print simple, digital. Et ensuite, tu as une deuxième step qui est plutôt là, les tirages commerciaux, comme les culs de bus, les 4x3, etc. Et donc nous, chez Peigné Vertical, on donne l'opportunité au client soit d'acheter l'entièreté des droits d'entrée de jeu, soit éventuellement de les acheter plus tard, en fonction de sa campagne et ou d'une photo qui l'intéresse. Sauf qu'en achetant les droits dès le début versus en les achetant plus tard, tu as une économie qui est quand même plus intéressante pour lui. Mais une question bête, mais c'est peut-être dans les conditions générales qu'on lit jamais. Mais tu vois, un mec, si je suis sur une course, je n'ai jamais dit prenez-moi en photo, exposez-moi en photo. Eh bien, toi, tu as signé le règlement de la course. Ok. Ils ont le droit d'exploiter. Ouais, c'est ça. Sauf si tu fais un courrier à l'organisateur ou à la RGPD en disant que tu refuses que moi, Pierre Lavergne, que mon image soit utilisée pour promouvoir cette course. Mais de fait, quand tu t'inscris, que tu coches la case ou que tu signes le règlement, tu autorises l'utilisation de ton image. Ok. J'ai écrit quelques questions. Ouais. Quelle est la place des marques dans toutes ces organisations, des marques privées? Ouais. En fait, en France, j'ai l'impression, je pense que c'est assez franco-français ça. Moi, je l'entends et je n'ai pas cet état d'esprit-là, mais on dirait que les gens sont emmerdés que des gens gagnent de l'argent sur les courses. Ah, complètement. Mais ça, je le vis. C'est tout à fait ça. Comme s'il fallait que. C'est interdit. C'est ouais, tabou. comme si c'était interdit. Ah ouais, Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui se font chier. Parce que ils estiment que tu prends de l'argent sur un truc plaisir, quoi, tu vois. Ouais, sauf que si personne ne le faisait, tu vois, personne ne le ferait, ça n'existerait pas. Mais tu aurais quand même des choses, mais peut-être que tu aurais moins de trucs qualitatifs ou que tu aurais moins d'expérience, ou voilà, ce serait certainement des choses plus simples. Ouais. Et la place des marques, quand on voit, je sais pas, des fois, je crois qu'il y a Dacia qui sponsorise. Ouais. En général, le schéma classique des recettes d'un événement, c'est 70% de billetterie, donc c'est ce que les concurrents payent. Et ensuite, ah ouais, ça reste énorme alors. Alors ça, c'est vraiment le schéma classique. Et après, tu as 15 de partenariats publics et 15 de partenariats privés. Ça, c'est vraiment une course, entre guillemets, globale et normale. Mais même par exemple, ASO, le Tour de France. Du coup, oui, voilà. Si, tu as du public ouais, aussi. Tu as beaucoup de public. Oui. Mais du coup, les sociétés privées arrivent à inverser un petit peu ce rapport de force et à faire remonter la part des partenariats ou publics ou privés pour avoir des budgets qui sont plus confortables, permettant de financer, comme je te disais tout à l'heure, une expérience coureur, un cadeau qui sera peut-être plus intéressant que vraiment le basique du basique. Voilà, et ensuite mais par exemple, si on prend le Saint-Jacques ou la Saint-Élion, ouais. Il y a les mairies qui... Il y a de la subvention, alors mairie non, mais il y a de la subvention des 3 acteurs collectivités majeurs qui sont donc les 2 villes d'accueil, donc Saint-Étienne et Lyon, le département et surtout la région. Et eux, c'est quoi leur état d'esprit? C'est que ça va attirer du monde? C'est que le sport, c'est bon pour la santé? La Saint-Élion, c'est un peu un biais parce que ça reste une course mythique. Donc tu achètes aussi l'image d'une marque mythique qui en plus est sur ton territoire, donc c'est un peu une valeur sûre en termes de com. Mais en général, ce qu'ils aiment bien faire, c'est qu'il n'y a pas que de la sub comme ça qui est balancée. Alors tu as de la visibilité d'image classique, des banderoles, de l'arche, etc. Mais en général, ils essayent quand même toujours de travailler quelque chose pour mettre en avant leur marque et puis associer la course avec le coureur. Donc tu vois, sur une Saint-Élion par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle offre les photos finishers. Ouais. Donc c'est quelque chose qui arrive directement sur la boîte du coureur. Et puis le coureur, partage ça. Et donc forcément, ça fait croître la visibilité de la région, quoi. Ou si on prend l'exemple du Saint-Jacques, tu aurais le puits qui pourrait dire, écoutez, nous on vous paye, on donne une subvention et vous l'appelez le puits Saint-Jacques, ce serait possible ça? C'est possible, ouais. Ça peut exister, ouais. Ça peut exister, ouais. Ouais. Le naming des voilà. collectivités existe.
Tu avais par exemple le Trail Alsace Grand Est, tu vois, qui était namé par le département. Donc ouais, ça existe. Ok. Ça existe complètement. Et après, donc, pardon, il y avait 15% 70% utilisé de dossard, 15% de public. Ouais. Et le reste, donc j'imagine que C'est du privé. Ouais. C'est ça. Et là, c'est quoi? Vous avez budgété, mais si vous avez plus d'offres que vous pouvez faire grossir le truc? Ouais, c'est ça. Après, dans les apports des marques, tu as encore 2 entrées. Tu as le cash, donc c'est un engagement financier. Et puis tu as l'écrasement de charges et la dotation. Une marque textile, par exemple, plutôt que tu ailles acheter tes t-shirts, elle va te les offrir, tu vas gagner en qualité. Ce sera forcément quelque chose qui sera logoté marque et entre guillemets tout le monde s'y retrouve. Et tu parlais beaucoup de cahier des charges. Ouais. C'est quoi vos limites là? J'en sais rien, si demain, je raisonne pas absurde, mais si Jackie et Michel veulent sponsoriser, j'imagine que c'est pas... Après, il y a quand même tout un principe déontologique et une non-concurrence, quoi. Ouais, Jackie et Michel, perso, je botte en touche directe, hein, mais il y en a qui seraient peut-être intéressés parce que il y a une histoire sur leur course qui peut faire que la sauce prenne, quoi, tu vois. Mais on va en arriver à l'écologie un peu. C'est quoi vos contraintes écologiques là sur tout ça? Alors ça, je me suis toujours demandé, ouais. Est-ce que vous avez des pressions, les courses Alors les vraies contraintes subies, je prends l'exemple du Saint-Jacques, c'est donc la préfecture via Natura 2000. Ouais. Donc quand tu organises une course, en général tu passes quand même dans des secteurs privés ou des secteurs protégés qui sont propriétés de Natura 2000, et l'objectif de Natura 2000 c'est de faire en sorte que ces espaces vivent et ne soient pas pourris, quoi. Ouais, ce qui est bien, ça. Ce qui est très bien. Et donc nous, l'une des contraintes, c'est qu'on a certaines zones qui sont traversées par la course, et des zones où honnêtement 95% du temps il n'y a personne, sauf un randonneur tous les 3 jours. Et nous, on arrive à faire passer des fois 1000 coureurs en un intervalle de temps qui est hyper réduit, de temps en temps avec des frontales. Donc tu peux, entre guillemets, polluer l'espace et faire... Et la faune, quoi, déranger la faune. Et faire effectivement que la faune soit dérangée et que ça a ensuite des répercussions. Donc nous, on travaille avec eux sur des solutions bêtes et méchantes, hein, qui sont de limiter le passage dans ces zones-là aux grosses populations. Donc par exemple, on choisit qu'une seule course et unique course passe sur ce périmètre-là. Mais quel poids ils ont? Je veux dire, ils peuvent vous contraindre? Ouais, complètement. Ils essaient de vous convaincre? Non, ils peuvent nous interdire de passer. Ça arrive souvent, hein, ça clash très souvent parce que tu as des arguments fondés, mais de temps en temps, et sans être extrémiste, tu as des choses un peu border, quoi. Il y a eu des espèces qui visiblement avaient été vues sur ce périmètre-là, donc du coup il est complètement fermé et interdit. Après voilà, c'est les contraintes du monde dans lequel on vit. Il y a plein de gens qui protègent des choses et d'autres qui veulent quand même faire... Mais ma question, c'était plus sur un aspect plus pratique. Ouais. Sur les gobelets, ce qu'on entend tout aujourd'hui. Donc il y a ça, et après, en général, les organisations, elles signent des chartes dans lesquelles il y a le minimum syndical à réaliser, et ensuite le but, c'est d'en faire plus pour quand même jouer le jeu et faire en sorte que ton événement il perdure et pas tout pourrir sous prétexte que tu organises une manifestation. Donc sur le Saint-Jacques, il y a effectivement l'absence de gobelet, donc chaque coureur a son gobelet personnel, ce qui limite quand même considérablement les déchets. Tu avais la question des bouteilles. Donc nous, on a construit des rampes qui nous permettent de nous alimenter directement dans les villages pour servir de l'eau aux coureurs. Mais par exemple, tu vois, sur du coca, pour ne pas le citer, de la ceinture, des choses comme ça, on aurait des solutions alternatives. Il y a du SodaStream par exemple, c'est ce que fait l'UTMB. Mais qui aussi a des contraintes humaines pour pouvoir produire sur place, et puis de matériel, faire des bouteilles de SodaStream. Mais qui est-ce qui décide de ça? C'est un entre-deux de partenariat, de collectivité et d'organisation. L'idée, c'est de pouvoir se regarder droit dans le miroir et de se dire « Ok, j'ai certes fait une course qui a peut-être eu des impacts néfastes à certains points, mais j'essaye quand même de corriger certains tirs
et de ne pas être un dévastateur pour la planète et faire en sorte que ma manif continue des années, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas Tu vois, tu as le sourcing made in France qui est un gros sujet aussi. Jusqu'à présent, le textile, il venait majoritairement des pays asiatiques, ce qui est effectivement pas cher, mais ce qui était une aberration. Et du coup, aujourd'hui, ça a bien changé. Maintenant, le sourcing et la production de tout le textile sur les événements sportifs, elle est à 80% européenne et à 20% made in France, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté à se donner bonne conscience Moi, je vois un peu pour moi, il y a des choses qui sont vraiment vraies, intéressantes et sur lesquelles il n'y a pas débat. Et après, effectivement, je te rejoins, il y a des actions de com qui sont là pour cocher des cases et entre guillemets te faire bien voir. Ouais. Mais tu vois, par exemple, un plan de transport, amener les concurrents sur les points de départ en bus, des choses comme ça, ça semble être tout con, mais ça reste des mesures qui sont quand même hyper intéressantes et importantes. Parce que je ne sais plus qui parlait, mais de l'assistance sur UTMB, les assistants. Ouais. Donc, en fait, ça crée une mobilisation de personnes énorme en bagnole. C'est énorme. Je ne sais pas si tu as déjà été à l'UTMB, mais franchement, pour avoir un bon nez dedans et travailler beaucoup sur cette manifestation, ça devient n'importe quoi parce que tu as tous les acteurs qui sont stressés et qui veulent être au cœur de ce truc-là sans avoir aucune contrainte. Donc ouais, tu as les ravitailleurs et les assistants qui veulent se garer devant le ravito, sortir leur caisse, faire le ravitaillement et repartir. Tu as les médias qui sont stressés parce qu'on leur a imposé d'aller faire telle image de tel athlète ici. S'ils ne l'ont pas, ils vont passer pour des cons. Donc en fait, tout ça participe à créer d'abord un stress et puis à faire que les gens ils mettent leur GPS et qu'en général, ils n'arrivent pas par le bon endroit, quoi. Mais ça, moi j'ai l'impression que du coup, d'un côté, on économise 3 microgrammes de CO2 par gobelet, mais que d'un autre côté, on en consomme 30. C'est sûr. Le suivi, il a toujours été là. Donc j'ai envie de dire que déjà les bus, c'est un premier élément de correction. Mais après, ils travaillent, l'UTMB par exemple, ils travaillent vraiment à fermer des zones et à les rendre uniquement accessibles en bus ou autre pour justement limiter les déplacements et voire même les interdire complètement, quoi. Toi, si tu avais un avis personnel à donner demain là-dessus, il faudrait faire quoi ? Nous, on a le problème sur le Saint-Jacques parce qu'aujourd'hui, on subit quand même pas mal cette vague aussi de suiveurs. Moi, je pense que c'est surtout un arbitrage entre la sécurité et le côté écolo, effectivement. Tu vois, nous, si je te cite le lac du Boucher ici au Saint-Jacques, le ravitaillement, à un moment donné, il a été complètement saturé. Et les gens s'étaient garés de manière anarchique. Tu ne pouvais plus circuler, quoi. Et du coup, ça nous a mis extrêmement en difficulté parce qu'à ce moment-là, ça commence à être la merde d'un point de vue médical. Et du coup, le médical ne passait plus. Donc forcément, on va prendre des mesures en 2026 pour pas forcément fermer le site, mais en tout cas le travailler différemment et exclure certains points de ravitaillement des zones d'assistance. Est-ce qu'avec le temps, les trails grossissent encore ou la préfecture, c'est à peu près les mêmes taux de personnes? Non, ça grossit quand même. Ça grossit? Ouais, franchement. Ouais. Tu vois, c'est que le constat, c'est que même les... je dis les courses au saucisson, mais il faut les respecter. Mais les petites courses, aujourd'hui, elles se contentent de 300 coureurs. Avant, elles étaient pleines le jour J parce qu'il faisait beau et qu'elles avaient des instructions. Tu pouvais t'inscrire sur place. Exactement. Maintenant, tes 300 dossards, en 2 mois, ils peuvent être bookés, quoi. Ils peuvent être pleins. Donc non, tu as quand même un vrai engouement pour la pratique, encore plus pour le trail, je pense. Et franchement, si les orgas ne limitaient pas, tu pourrais avoir des trucs hallucinants sur des courses, sur des petites courses, quoi. Et quelle va être la limite alors? Comment on va atteindre la limite, elle va se faire, entre guillemets, je pense, par les retours des coureurs. À partir du moment où les expériences seront mauvaises, tu sais, ça fait vite boule de neige, hein, la com participant. Et en général, quand ça se passe bien, tu le sais pas trop, mais quand ça se passe mal, tu le sais. Donc je pense que ce sera plutôt ces mauvais indicateurs qui mettront en péril une course, quoi. On parlait d'un truc juste avant, j'ai une question mais que j'ai oublié. Bref, on va envoyer sur les influenceurs. Ouais. L'UTMB, ça a fait un gros bruit quand même. Moi, vu un peu de l'extérieur, j'ai trouvé ça le fait de plus en plus, c'est ça qui est dingue. Presque un peu folklorique cette année. C'est de plus en plus, c'est ça qui est fou.
Et tu te dis où ça va s'arrêter, quoi, et comment ça va s'arrêter. Qu'est-ce qu'un... Tu vois, l'UTMB, il y a énormément de monde. Qu'est-ce qu'un influenceur vous apporte en fait? L'influenceur... De plus. Quelle est la plus-value? Moi j'en vois pas beaucoup. Tu as sa communauté en général qui est le premier indicateur. Donc ça veut dire que en communiquant via lui, tu vas arriver à toucher des gens que tu n'aurais peut-être jamais touchés. Tu vois, il y a quand même en général des influenceurs qui n'ont rien à voir avec le monde sportif et qui viennent amener leur communauté sur ce monde sportif. Est-ce que c'est intéressant pour vous, non? C'est intéressant parce que tu vas quand même véhiculer ton image de marque et faire passer les messages de ta course. Ouais, mais à l'inverse, est-ce que tu travestis pas un peu l'image du trail? Non. J'ai envie de dire que tout dépend de ton objectif. Si ton objectif est de faire rayonner, tu as plein de leviers, dont ce levier de l'influence. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Je sais pas. Après, moi ce que je trouve néfaste, c'est quand ça devient la guerre et le concours à l'influenceur. Et qu'effectivement, tu as 100 mecs qui sont en plus en général bien lotis, voire même payés, voire même plus, et qu'on met sur un piédestal, parfois de manière bien plus forte qu'un élite, parce qu'on estime que cet influenceur-là va t'apporter plus que l'élite qui gagnera ta course. Et du coup là, effectivement, pour moi, je trouve qu'on se trompe un peu de combat, mais le pouvoir de la com et l'importance de la com est devenu tellement fort que est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que ça va continuer? Je me pose la question. Ouais. Toi, les plus grosses courses, donc t'as quoi là? Moi, je travaille toujours avec Extrasport, avec UTMB sur la Saint-Élion, avec un rôle, comme je te disais, un peu de directeur de course. Et après, on me donne un coup de main aussi sur les 15 km du Puy. Ouais. Et puis après, moi, via Peigné Vertical, je travaille sur beaucoup de courses en général sur lesquelles Oka est présent ou sur des bails UTMB. Donc du Trail Alsace Grand Est, du Nice, de l'UTMB Mont Blanc. On va pas mal à l'étranger. On a eu la chance aussi d'aller faire un tour à Hawaï sur les championnats du monde Ironman. Voilà. Aujourd'hui, la plus grosse boîte d'événementiel, c'est quoi? C'est ASO mondial? Mondial, non. C'est quoi, tu sais? En sport? Ouais. C'est une bonne J'ai l'impression question, que les Français, on est bons quand même. On est bons, mais il y a largement plus gros. Après, tout dépend comment tu calcules. Est-ce que tu calcules en nombre de dossards, donc en personnes qui participent, ou est-ce que tu calcules en chiffre d'affaires ou bénéfices? Je sais pas, un peu les deux. Tu vois, ASO, ils ont le Rock d'Azur, on dit que c'est un des plus gros événements mondiaux de VTT. Ils ont le Tour de France quand même. Ouais. Après, là, tu énorme, as un gros engouement, c'est que tu as T'as des sociétés, par exemple des sociétés suisses, qui se rapprochent d'organisateurs sportifs et de sociétés pour racheter plein de courses. Et aujourd'hui, ASO, c'est plus forcément le premier en termes de dossards vendus, parce que tu en as qui rachètent tel ou tel marathon qui fait déjà 35 000 coureurs, donc ça va vite, quoi. Ouais. Mais ouais, tout dépend de comment tu calcules, j'ai envie de dire. Mais tu vois, un GL Events par exemple, qui fait partie de l'événementiel, sportif, mais pas vendeur de dossards, mais plutôt logistique, plutôt régie, billetterie, tout ça, lui il mange ASO les doigts dans le nez, quoi. Tu parles de billetterie, je me suis toujours demandé pourquoi il y a certaines courses. Du quoi tu m'as dit? Tu parlais de billetterie justement, Ouais. Je me suis toujours demandé pourquoi sur certaines courses on ne peut pas revendre des dossards, en racheter et tout. Pourquoi ça? En général, c'est plutôt des contraintes de système et d'encadrement du dossard, quoi. Parce qu'en général, tu as des gens qui vont aller le céder à leurs potes, et leur pote va leur donner du cash. Et dans la machine de l'organisation, le coureur 1 est toujours le coureur 1 et n'est pas devenu le coureur 2. Ah, mais on pourrait changer le nom. On pourrait changer le nom si l'organisateur l'accepte, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ça nécessite du coup en général un travail humain ou voilà. Donc il y a des organisations qui n'ont pas forcément ces ressources-là. Et puis après, il y a un principe financier, on va pas le cacher, on va pas se mentir. C'est plus simple de ne pas avoir le coureur sur ta course plutôt que de devoir le remplacer. Ok. Et c'est assumé ça? Bah ouais, ça participe à certains chiffres de no-show. Et puis tu as aussi ça, c'est dommage pour le coup. C'est dommage, mais tu as aussi les assurances annulations qui prennent une bonne part du gâteau, qui sont en général externalisées, donc vers des structures tierces,
qui eux vont rembourser le coureur, mais le coureur va rester inscrit chez toi. Ouais. Donc là aussi, tu as un principe de billetterie qui est juste de faire de la rentabilité. C'est quoi les plus belles courses pour toi que tu as couvertes? Couverte au boulot ou participer Au boulot. La Saint-Élion, ça reste exceptionnel. Saint-Élion, j'ai eu la chance quand même de l'organiser sur 4-5 éditions. C'est tellement gros que ça te permet de faire des choses que tu ne peux pas faire ailleurs. Et du coup, ouais, c'est assez valorisant, assez flatteur de voir comment se passe une course comme ça. Après, c'est pas la plus belle parce que le parcours, en toute franchise, il est zéro. Tu le fais 2 jours, tu vas pas t'éclater. Hein. Et on dit que c'est le plus vieux trail de France, ouais, avec les Templiers, avec l'Art des Choix et plus ou moins la 6000D, c'est effectivement les courses qui ont participé à fonder ce qu'on pourrait appeler le trail à l'époque, quoi. Et ça, c'est des courses qui n'ont pas réussi à rester associatifs et tout. Et forcément, tu te fais manger par le... Pas forcément manger, mais tu vois, l'exemple de la Sainté, c'est que donc ça appartient à un club lyonnais qui s'appelle le Cyclotouriste lyonnais. Donc c'est un club de vélo. Ouais. Ok. C'est un club de vélo. Et en fait, la Saint-Élion, elle a été créée par ce club de vélo parce que l'hiver, les routes étaient mauvaises et du coup, ils avaient tendance à marcher. Donc à marcher, à se challenger. Et donc, ils ont créé à l'époque Sainte-Catherine-Lyon. Donc Sainte-Catherine-Lyon, c'est le format Saint-Express aujourd'hui, donc un marathon. Et ils ont commencé à se faire une année dans un sens, une année dans l'autre. Puis après, ils ont dit on pourrait aller plus loin, donc ils ont fait Saint-Étienne-Lyon, Lyon-Sainté. Puis ils étaient 10, 15, 20, 100, mais c'était toujours entre eux. Puis un jour, ils ont dit ce serait quand même intéressant de l'ouvrir à des gens. Donc ils ont commencé à le commercialiser, mais c'était vraiment bonne franquette. Et tu étais dans l'obligation de marcher. C'était une marche sportive. Okay. Donc ils étaient assez à cheval là-dessus et le vainqueur était normalement censé être le meilleur marcheur. Et évidemment, un jour, t'en as un qui s'est mis à courir. Et du coup, à partir de là, ils se sont dit, bon, il faut qu'on change de façon de faire. Et donc, ils ont organisé la Saint-Élion en course, eux-mêmes en propre, pendant plusieurs années. Si je te dis pas de bêtises, ils ont dû monter à 2000 coureurs à l'époque. Et puis rapidement, comme tu dis, ils ont été pas dépassés, mais ça devenait compliqué. Et puis, ils avaient envie de faire plus. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'ils se sont rapprochés d'Extrasport pour la coordination et aussi pour tout l'aspect market, commercialisation, partenariat. Et c'est marrant l'histoire des courses, parce que moi je connais bien le Rock d'Azur pour avoir vécu dans le sud et tout. Ouais. À l'époque pareil, c'était associatif et j'avais vu un truc, au départ, la première édition, je crois que tu avais une quinzaine de coureurs. Au Rock ? Ouais. Ok. Et aujourd'hui tu en as, je sais pas, 30 000 ou 40 000. C'est hallucinant. C'est marrant l'histoire des courses quand même. Et en plus c'est encore plus fort que ça touche le marché du vélo, qui va bien mais qui n'est pas celui du running au sens large, quoi. Ah ouais, c'est-à-dire celui du running va mieux ? Ouais. Enfin, il est plus accessible et aura tendance à toucher plus de gens. Ouais. Et tu penses qu'il est prospère ou qu'on arrive un peu au top ? Moi j'avais tendance à dire qu'on était au max il y a 2 ans, mais les chiffres me font mentir. Non, je pense qu'on va continuer à croître. Hein. C'est vrai qu'en running, quand j'y pense là tout de suite, on voit pas de marque qui s'arrête. Qui mettent la clé sous la porte. Enfin là de tête, j'en ai pas, tu vois. Non. Alors qu'en vélo, t'en as quelques-unes. des petites choses. Ouais, ou des toutes petites peut-être. Ouais, parce qu'il y a des erreurs stratégiques derrière, mais ouais. Mais t'as pas de grosses marques qui vont mal, enfin, à ma connaissance. Pas tant en running, non. Ou alors parce qu'elles sont associées en général à d'autres sports qui eux vont moins bien et du coup le running permet de combler un peu certains trous. Et tu t'es plus en trail, j'ai l'impression, qu'en route. Tu vois des différences quand même en route trail ou c'est... Ouais, franchement, ouais. C'est pas du tout les mêmes... Je trouve que c'est pas du tout les mêmes... Pas valeurs, parce que ce serait mensonger, mais c'est pas le même état d'esprit, quoi. Alors, l'esprit trail, c'est un grand mot. Ouais, c'est un grand mot. Mais il y a quand même un côté, on va dire... amoureux de la nature. Courtois, aidant... qui est, je trouve, nettement moins visible dans la route, où la route, c'est vraiment un aspect perf qui prédomine, en tout cas pour le premier tiers du peloton. Ouais. Le deuxième tiers, tu as quand même cet esprit fraternel, on peut s'entraider,
Mais c'est beaucoup plus individuel, je trouve, que le trail, même si le trail reste aussi une pratique majoritairement individuelle. Et au niveau de l'orga en elle-même, c'est plus compliqué de gérer avec des villes, des agglos que L'avantage de la course sur route, c'est que si tu fermes ton périmètre, j'ai envie de dire que la messe est dite et qu'après tu es tranquille. Donc fermer un périmètre, c'est pas toujours simple, mais ça peut l'être. Alors qu'un trail, en général, tu traverses 12 villages, voire même 12 villes, et que du coup tu dupliques ce travail-là X fois pour rendre ta course sécuritaire. C'est une bonne question, mais je pense que organiser une course sur route est quand même plus simple. Ok. Même en termes de consommation de ravito, on en parlait tout à l'heure, le routard sera beaucoup moins exigeant et se contentera de choses beaucoup plus simples. La Renignon, t'es pas dedans? Non, je crois que c'est ASO d'ailleurs. C'est ASO, ouais. Après, c'est pareil, c'était une organisation 100% lyonnaise, donc une association qui, pas à bout de souffle, mais dans une volonté de faire plus, c'était associé à ASO. Mais l'ASO est toujours très très présente et pilote quand même la manif. Ah, j'ai une question, si elle me vient comme ça, tiens. Vas-y. Sur les courses, il y a un gros problème, et je le vois plus pour les femmes que pour moi, c'est les toilettes. Ouais, c'est une cata. Comment vous gérez ça? En général, c'est très largement sous-estimé, on va pas se mentir. Hein. C'est une catastrophe. C'est un nombre de cabines calculé sur la base du nombre de personnes qui vont venir sur ce point-là. Donc en général, la parité, ou en tout cas la diversification homme-femme, se fait par des petits écriteaux, mais c'est tout. C'est tout. C'est en train de pas mal changer, en tout cas en trail. Moi, j'ai fait une course en Finlande récemment, j'ai pris une leçon quand même là-dessus. Ah oui. C'était nickel. Ah ouais, c'était pas comparable, ouais. Bah écoute, faut voir ce qu'ils font. Et c'était quoi? C'était hyper bien cloisonné? Ça veut dire que tu... Les toilettes hommes, les toilettes femmes, chacun respecté, t'en avais assez pour tout le monde. En fait, c'est le nombre qui fait le problème. En général, c'est le nombre. Ouais. Et quand tu vas au marathon, mais c'est pas en Espagne, hein, quand tu vas au marathon de Valence, les gens pissent et chient dans les buissons. Après, tu as aussi un côté éducatif, quoi. Est-ce que les Français sont les plus... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais même si tu es bien éduqué, si tu as une pissée avant un marathon que tu as préparé 3 mois, tu pisseras ailleurs. Ouais, tu pisseras ailleurs. Ouais. Mais ouais, tu as raison. En tout cas, la prise en compte des problèmes féminins. Alors bon, le pipi, c'est pas un problème féminin, mais en tout cas, c'est déjà une première step. Est en train de bien bouger, notamment en trail running, où tu as des cahiers des charges, encore une fois je dis ça, mais qui sont en train d'être créés pour que les féminines se sentent nettement mieux sur la course. Parce que tu vois, je pense pas être trop mal éduqué, mais par exemple, je vais jamais dans ces chiottes pour laisser la place aux femmes. C'est bien. Ouais. Enfin, tu vois, donc, oui, c'est bien non, parce que du coup, je pisse contre un mur, tu vois, de la ville. Mais c'est parce que quand je vois la queue des femmes, je me dis, allez, je vais pas les... C'est une cata. Ouais, je vais pas... je suis d'accord. Mais tu vois, il y a des... Parmi les mesures qui me viennent à l'esprit là, et notamment en trail, sur les points de ravito, maintenant tu as en général une bénévole femme qui est référente. Donc si par exemple une femme se sent mise en danger par un coureur ou autre, elle peut aller... Ça arrive ça? Je touche du bois, c'est jamais arrivé sur des courses dont je me suis occupé, mais j'imagine que ça existe. Ah ouais? Donc elle peut aller demander du soutien à quelqu'un qui ensuite prendra le truc en charge. Tu trouves des produits menstruels maintenant aussi à la demande sur les points de ravito. Dans la com, en général, c'est 90% d'hommes. Pareil, on essaie d'inverser ça. Il y a plein de choses à faire et les cabines WC sont un truc qui est pointé du doigt et qui doit et va évoluer. Sur les courses, c'est quoi le ratio homme-femme, tu sais? Ça dépend. Il y a aucune. En gros, il y a pas. Ça dépend en général du kilométrage et de la longueur de la course. C'est pareil, si je prends toujours le Saint-Jacques sur l'ultra, on peine à avoir 10% de femmes. Ah ouais, c'est vraiment peu. Ouais, c'est très faible. Je pensais 20 à 30. Alors que sur le format plus petit, le format des Chibots, c'est les femmes qui sont devant à 65%. Ah tu vois, je pensais pas. Donc si tu vois, tu as une balance et un ratio monstrueux. Sur les 15, tu as presque la parité. Sur une course, ok. Donc ouais, ça dépend des types de courses et des distances, à mon avis.
On a pris le problème à l'envers. On n'a même pas parlé de toi. Ouais. On est tous les deux en train de marcher. Ça me va bien de ne pas parler de moi. Hein. Moins on me voit, mieux je me porte. On a tous les deux une fracture de fatigue, j'ai l'impression. Ouais, ouais. T'en as une à la fibula, enfin, malléole, on appelle ça malléole externe. Interne. Interne, ok, Interne, donc tibia. Ouais. Et comment t'as fait, tu sais? Eh ben, moi j'ai un parcours sportif où j'ai fait pas mal d'ultra il y a 4-5 ans, enfin jusqu'à il y a 4-5 ans, je m'étais fait bien mal. T'as fait quoi en ultra? J'ai fait les Templiers, j'ai fait l'Ardéchois, j'ai fait la CCC, j'ai fait une partie de l'échappée belle avec Patrick. J'ai fait l'Ultra Pyrénées il y a un mois. Ouais. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Et je me suis fait mal sur la CCC en 2017. Pour la faire très simple, je me suis abîmé le cartilage sous le talus. Ouais. J'ai fait plein d'examens, ça a été très long et très fastidieux. Et finalement, ils m'ont opéré et ils m'ont retiré ces morceaux-là que je m'étais abîmé. Donc c'est parti de ça où je faisais beaucoup. Et du jour au lendemain, je ne faisais plus. Après, j'ai eu pas mal de rééduques et ça allait beaucoup mieux, mais la pratique que j'avais était complètement différente. J'ai quand même essayé de m'y remettre, mais en prenant peu ou pas beaucoup de plaisir, c'était compliqué. Et puis finalement, il y a un an, Rémi Vialet, que tu connais aussi, s'est fait une rupture du tendon d'Achille en travaillant sur les JO. En sport? Non, il travaillait pour le Relais de la Flamme, il était voiture ouvreuse. Donc il jonglait avec les pédales d'accélérateur toute la journée et ça a dû certainement lui abîmer le tendon et il a eu cette rupture-là et du coup il s'est fait opérer, etc. Et on s'est retrouvés en janvier tous les deux dans la même situation, à ronger notre frein et à être au plus bas et zéro physiquement. On s'est dit ok, on se met un coup de pied au cul, on s'inscrit à l'Ultra Pyrénées et du coup ça va nous remettre le pied à l'étrier, on va se préparer ensemble. Et on s'est préparé correctement mais sans non plus faire d'excès. Et du coup la fracture de fatigue est soit due à une chute que j'ai faite en juillet en m'entraînant qui a ensuite évolué, soit c'est une fracture de contrainte pure et dure. C'est peut-être une entorse, t'es passé à côté en juillet. Je pense pas, parce que j'ai pas eu ce sentiment-là, mais je sais pas. Et t'as pu le faire l'ultra? Du coup je l'ai fait et en fait j'avais mal avant, j'étais voir l'ostéo qui m'a dit que c'était ou ça, et il m'a dit quoi qu'il en soit, vas-y fais ta course et après tu fais un IRM et c'est l'IRM après qui a révélé ça, donc ça n'a pas dû arranger. Hein. Et toi en tant qu'athlète, c'est quelle course que t'aimes bien? T'aimes bien l'ultra déjà? Ouais. J'avoue, j'ai été assez intelligent, enfin en tout cas je trouve, et je suis plutôt fier de moi là-dessus, où je suis monté en distance progressivement. Je n'ai pas trop fait le con. Ouais. Donc j'ai fait des 20, des marathons. Ah, t'as fait des marathons? Pas en route, jamais. Ouais. Pour ensuite arriver à faire des ultras et prendre quand même du plaisir. Donc ouais, moi ce que j'aime bien c'est entre 80 et 120, tu vois. Ok. Et plutôt trail dénivelé, et s'il peut y avoir un peu de montagne ou de haute montagne, je trouve ça encore mieux. Et quand son métier et sa passion, des fois t'es pas un peu écœuré, t'as pas envie de... Tu fais bien d'en parler. Tu vois, aujourd'hui je travaille sur Annecy, qui est un peu le vivier. Et tu vis à Annecy toi? Non, je vis sur Lyon et je suis sur Annecy quelques jours par semaine. Et je suis content de vivre à Lyon justement pour les raisons que je vais t'évoquer. C'est que Annecy c'est le vivier, le fief de l'outdoor. Et du coup dans cette ville tu ne parles que de ça. Donc quand tu es passionné, évidemment que c'est plaisant. Mais comme tu dis, quand tu travailles du matin au soir déjà dans cet univers-là, que voilà, tu parles toute la journée de ça, reparler de ça le soir et avoir un espèce de concours de beats de celui qui a fait le plus de dénivelé. J'avoue qu'au début je me prêtais au jeu, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer. Ouais, c'est lourd. C'est lourd. C'est pour ça que je suis très content d'habiter sur Lyon, pour avoir aussi d'autres... Et t'as pas envie de faire un peu de course sur route pour toi qui viens de l'athlète en plus? Ouais, j'en ai eu fait quand même, hein, mais j'ai toujours fait, comme je te disais, du sport à côté, et du coup j'avais pas que la course à pied dans ma vie. Donc je trouvais le trail moins traumatisant et un peu plus facile et moins fastidieux qu'une prépa à route. Et puis avec les problèmes que je t'ai énumérés avant, j'ai jamais réussi à me remettre la chauffe
voilà, de me farcir une prépa compliquée et dure pour arriver à performer. Donc la route de loin, quoi. J'aime ça, mais... En jeune, tu avais fait quoi? En jeune, j'ai fait vraiment toutes les disciplines de l'athlé. Et là où j'étais le meilleur et là où je prenais le plus de plaisir, c'était en demi-fond. Ouais. Demi-fond, et puis un peu de 5000, un peu de 10 000 sur piste. Et beaucoup de cross. Et est-ce que tes entreprises, vous essayez de mettre le nez dans la route ou pas? Bah oui, forcément, c'est quelque chose ça marche à prendre parce que la route aussi, ça marche fort aussi, quoi. C'était un peu le vilain petit canard parce que tu n'avais que les 10, les semis ou les marathons avant qui étaient considérés. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, toujours pareil, ce milieu du running est devenu vraiment très très fort. Et puis les gens cherchent beaucoup de choses et ont beaucoup de choses à se prouver. Et du coup, la route, ça devient aussi un échappatoire pour eux. Donc oui, le marché de la route, il est costaud, hein. Moi, ce que j'aime bien sur la route, c'est que vraiment sur piste, c'est hyper élitiste, t'as peu de gens. Le trail, tu peux pas avoir des spectateurs sur 100 bornes, c'est impossible. Et la route, la route est presque dans un stade de foot sur certaines courses. C'est vrai. Et ça, c'est quand même plaisant. Ouais. C'est vrai. Et des fois, quand tu es dans un sas un peu devant, tu peux être pas très loin de Jimmy Gressier et tout. Et ça, honnêtement, c'est... Tu te sens, porté, ouais. Franchement, c'est plaisant. C'est vrai que tu as vraiment basculé là-dedans de manière forte. Ouais, j'ai été piqué, tu vois, ça m'a plu. Ouais, t'as été ce que tu trouves, tu as été piqué et tu prends plaisir de ouf et alors tu avances comme ça, quoi. Et le trail, beaucoup moins. Ouais, mais je comprends. Et la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'étais avec Baptiste Fourmont qui venait du trail. J'ai vu. Et qui m'a dit qu'il était frustré en trail. Il me disait, c'est vrai qu'en route, en piste, ça converge. Les meilleurs, ils vont tous aux mêmes compètes. Et il me dit, en trail, j'étais un peu frustré. La densité. Parce que t'en as qui vont sur certaines courses les meilleurs et d'autres sur d'autres. En fait, t'avais jamais les meilleurs toujours ensemble. Il était un peu frustré de ça. Ouais. Et est-ce que toi, tu trouves pas que la prépa route est quand même beaucoup plus dure qu'une prépa trail? Tu as fait un peu les deux? En fait, j'ai jamais fait de prépa trail. Okay. Ouais. En fait, je m'étais inscrit une fois au marathon du Mont Blanc. Ok, t'avais été tiré au sort? Je sais plus. Je sais pas. Enfin, j'avais été pris. Pas simple. Mais je pense que oui. Chouette. Oui, si, j'avais été tiré au sort, oui. J'avais été pris au tirage au sort et j'étais pas allé d'ailleurs. Mais déjà, à l'inscription, tu vois, en préambule, je te parlais de greenwashing. Ouais. Ça m'avait énervé parce que il m'avait demandé en gros... Comment tu venais? Ouais, voilà, comment je venais, à combien de kilomètres j'habitais de Chamonix. C'est récent alors, non? Et il me proposait de payer, tu vois, mon empreinte carbone, de donner de l'argent à l'association. Et déjà, je me suis dit, putain, merde. C'est un des précurseurs là-dedans. Et en fait, ils limitent un pourcentage de leur dossard aux gens qui viennent en transport en commun. Ouais. Et moi, il m'obligeait pas, il ne fallait pas payer, mais il te préconisait à payer, je ne sais plus tant par kilomètre de distance. Je me suis dit, j'ai trouvé ça presque un peu hypocrite, tu vois, ça m'avait... Joker. Ouais, je ne savais pas comment penser, je trouvais qu'il y avait un côté presque un peu hypocrite dans le trail. J'arrive à comprendre et je pourrais te rejoindre. Alors tu vois, je suis le premier sur route à pas aller faire une course à Tataouine. Enfin, c'est du bon sens pour moi, je ne veux pas aller... faire une course à Tahiti. Ou une belle bien préparée. Voilà, une belle bien préparée, je joins des vacances, tu vois, je reste 15 jours, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Ce côté un peu moralisateur, je trouve qu'on le trouve plus dans le trail qu'ailleurs et il me dérange un peu. Ouais, mais parce que c'est pareil, les médias appuient là-dessus et les pouvoirs publics appuient là-dessus, tu vois. Et certaines courses en font aussi, pas un fonds de commerce, mais presque. Un peu, ouais. Je pense que le Reunion là-dedans, c'est ça. Mais après, je pense aussi que la route est réductrice parce que justement cette préparation est jugée beaucoup plus dure par des novices versus le trail où en trail ils acceptent de marcher, tu vois. Ouais, oui. Ah non, mais en route on a ce côté un peu méprisant des trailers, mais quand on connaît un peu, on sait que c'est pas du tout, que c'est un effort énorme, quoi. Ouais. Bah je pense, ouais. S'il y avait une course que tu aimerais bien organiser, tu aimerais bien être dans l'organisation. Au final, l'UTMB, la vraie course, t'es dans l'organisation ? De loin. On collabore avec eux, je les connais très bien, mais non, je n'ai pas de mission précise le jour J ou la semaine en organisation pure et dure. Ok. Mais non, c'est une bonne question. C'est quoi les meilleures courses, même à l'étranger,
Je retiens jamais les noms. Là, j'ai été au Val d'Aran, tu vois, par exemple. Donc tout ce coin-là, Pyrénées, où franchement je trouve le territoire dingue et assez cool à travailler. Il y a des courses qui me fascinent et que j'adore, mais moi il y a des courses. Moi j'aime bien aussi, tu vois, c'est antinomique, mais j'aime bien le sport très élitiste, type la Super League par exemple de triathlon. Ouais. Où on prend les meilleurs mondiaux et on casse un peu les codes du triathlon classique pour le rendre encore plus compétitif et un peu plus ludique pour des spectateurs. Ouais, c'est un peu comme le grand slam track en athlétisme. Exactement. Ouais. Moi j'adore ça. C'est ça. Je suis d'accord. Après, c'est 100% pour les élites, tu vois. Il y a un show. C'est ça. Ils combinent le show à la perf. C'est ça. Moi j'aime bien. C'est ce qui n'arrive pas à faire le fédéral en général. Bah. Le privé arrive à le faire. Non, mais moi j'adore ça. Bah ça, tu vois, effectivement, une Super League triathlon par exemple. On sort du trail, mais c'est un truc que je trouve très cool. Et moi par contre, il y a un truc qui m'a toujours attiré que je ferai un jour, c'est les courses à étapes en trail. Un marathon des sables, un truc comme ça, ça m'attire. C'est vrai. Ça t'en organise pas ? J'ai jamais mis le pied sur des courses à étapes, hormis des ultras longs où tu peux les faire en étapes, mais j'ai jamais fait avec le bivouac ou en tout cas la nuit ou autre. Ouais, okay. C'est pas bête, c'est pas déconnant. Et est-ce que le tissage des courses est complet ou est-ce que il est possible encore d'en créer ? Il y a des choses à faire. Hein. Il y a des territoires pas inoccupés, mais sous-utilisés et sous-cotés. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même des territoires où il y a des choses à faire. Et puis après, ça tient souvent à l'impulsion quand même de quelques personnes. Hein. Si tu as des gens très motivés dans un coin paumé, il peut se passer de belles choses. Hein. Mais en général, ça vient de locaux qui après font appel à vous. Ça vient pas de vous, quoi. C'est peu. Pas vous qui allez dire on va aller à Dijon. Extrasport fonctionne comme ça, crée on va dire des concepts et part d'une bonne idée et propose ensuite l'événement à une collectivité ou un territoire ou autre. Quoi. Ouais. Non, si, ça existe. Hein. Ça existe. Ça existe. Si tu avais une personne à ta place à découvrir dans le podcast, t'as un nom qui te vient à l'idée ? Tu parlais de Vincent Louis tout à l'heure. Putain, Vincent Louis, ouais. C'est cool parce qu'il a cette casquette quand même très course à pied, mais aussi plein d'autres choses à raconter, notamment dans tout ce qu'il a pu faire pour les différentes pratiques et puis sa méthodo, quoi. Et il est vraiment lui-même intéressant. En plus, il est hyper intéressant. Ouais, Vincent Louis, c'est des belles personnes. En trail, je trouve que ça a été déjà quand même bien. Les personnes inspirantes, entre guillemets, ont été bien poncées. Mais non, franchement, Vincent Louis, je signe et ça me ferait plaisir que tu arrives à le faire. J'aimerais bien. Il nous reste peut-être 2 minutes pour arriver au point de départ. On peut dire un mot sur les speakers ? Tu parlais tout à l'heure de Seb Joannol, un pote. Carrément. Est-ce qu'ils ont un rôle essentiel dans une course, un speaker ? Essentiel. Ouais. Essentiel. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais Seb, j'étais étonné. Je pensais que c'était un mec qui tenait un micro, mais en fait, il bosse les courses. En plus, il se met la presse. Il apprend. Alors, il y va quand il bosse. Il apprend les chronos des gens et tout. Moi, je pensais qu'il arrivait. En plus, c'est une grande gueule. Je pensais qu'il improvisait, mais pas tant que ça. Ce serait bien d'avoir une vidéo de lui il y a 5 ans, de l'écouter speaker et d'avoir cette même vidéo aujourd'hui. Tu verrais que c'est plus du tout le même. Qui s'est professionnalisé, qui travaille son timbre de voix, qui travaille les moments où il faut parler et les moments où à l'inverse il faut arriver à s'effacer. Parce que tu as raison, ça lui plaît et parce qu'il s'est entouré et qu'il côtoie maintenant des gens dont c'est vraiment le métier à 100%. Et il y a un marché du speaker où vous prenez le moins cher, vous choisissez... Non, il y a un marché. En fait, tu as 2 choses pour moi. Tu as une distinction déjà entre speaker et animateur. On dit speaker parce que c'est le plus simple, mais en général sur les courses et les manifestations sportives, tu vas aller chercher quelqu'un qui va générer de l'émotion et qui va essayer de transmettre des choses à la fois aux coureurs, mais aussi à l'orga, être un peu le lien de tout ça, quoi. Et donc cette personne-là, il ne faut pas qu'il se contente de dire bravo au dossard 17 qui vient de franchir la ligne en 1h12. Mais comme tu dis, il faut qu'il ait préparé des choses, qu'il ait réfléchi, qu'il ait fouillé peut-être sur un profil
plutôt qu'un autre. C'est bien qu'ils connaissent le territoire aussi. Ah bah ouais. Ouais. Nous, Seb, effectivement, sur le Saint-Jacques ou sur des courses en local, c'est du pain béni parce que sur la bataille des altiligériens, il arrive à donner des faits, des anecdotes, des choses qui enrichissent l'animation, qui n'est pas juste purement sportive. Il serait peut-être moins bon en Bretagne, comme un Hugo Ferrari, il serait peut-être moins bon en Bretagne. T'as raison. Ouais. T'as raison. Ouais, je pense que ok. Mais en général, pour répondre à ta question, on va chercher des profils qui collent à la course. Je te donne un exemple. J'ai eu la chance avec Extra Sport d'organiser une course qui s'appelait l'Extra Race, qui était les courses à obstacles, les types Mud Day. Ouais. Et pour organiser cette course-là, on avait fait quelques Mud Day pour comprendre la logique, voir comment ça fonctionnait, etc. Et les profils qui sortaient le plus en speak, c'était un chamoniard qui s'appelle Mougli, qui commente aujourd'hui à l'UTMB, et qui était devenu la référence en Mud Day et en course à obstacles, parce que son timbre de voix était particulièrement bien adapté à ce type de course. Ok. Et qu'il arrivait, tu vois, il avait créé une espèce de cérémonie avant les départs où les gens s'agenouillaient. Tu te demandais vraiment pourquoi tu étais là, quoi. Ok. Et ça, sur des ultras, tu arrives vraiment à le faire et à transmettre plein de choses. Ouais. Et ça pareil, maintenant il y a des vraies boîtes qui sont dédiées à ça. Il y a des boîtes, il y a des boîtes. Ou en tout cas des regroupements. Parce qu'en général, tous les speakers, ils sont indépendants. Il n'y a pas de boîte de speakers salariés. Mais en tout cas, ils se regroupent pour s'attribuer effectivement les courses et envoyer des gens selon la spécificité de l'épreuve. Ok. Bon, merci Jules, c'est super intéressant. Avec plaisir. 1h15 de discussion. Et à bientôt. À bientôt. Bon rétablissement. Merci Pierrot. Allez, ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner au podcast pour ne louper aucune sortie d'épisode. Merci Jules de m'avoir partagé ton expertise et à bientôt sur les courses.